de la suite de la matinée. Merci encore. Bonjour. Je vous présente donc Martha Scranzi, qui enseigne l'histoire, la philosophie et l'éthique des sciences à l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines et qui est consultante au Centre d'éthique clinique de la PHP. Elle a publié notamment Le travail de l'éthique, décision clinique et intuition morale aux éditions Mardaga en 2018. Et elle nous présente une intervention intitulée « Pour une approche heuristique de l'éthique, décision médicale et valeurs ». Bonjour, et tout d'abord merci vraiment non seulement pour l'invitation, mais aussi pour l'initiative que je trouve absolument fantastique. Ça fait un moment que je pense qu'il faut impulser cette coordination. Et c'est intéressant que ça se fasse à Lyon, que vous avez été moteur, parce qu'à Paris, comme je disais à quelqu'un tout à l'heure, on a l'impression que tout existe et rien. C'est un peu la jungle, et on a du mal à se coaliser quelque part. Et donc, je trouve que c'est génial et que je puisse participer à cet élan. Et deux doctorants à moi sont là aussi. Et je pense qu'il y a d'autres doctorants à Paris. Il faudra voir si quelque chose peut se faire aussi entre les deux villes. Alors, je présenterai dans cette matinée l'approche qui est la mienne, celle du philosophe aussi. Je suis une philosophe aussi un peu particulière parce que d'abord j'ai fait de l'épistémologie, ensuite parce que j'ai étudié aux États-Unis. Ce n'est peut-être pas, vous allez voir, peut-être ça va colorer un petit peu la façon dont j'entends aussi mon rôle de philosophe. Sans aucun, et c'est très bien que ce rôle soit pluriel, je trouve ça extrêmement important. Et je partirai de cette approche heuristique de l'éthique que j'ai développée dans ce livre. Vous allez voir une petite page que j'ai mise juste comme une brochure, si ça vous intéresse d'aller plus loin. Et comme vous allez le voir aussi, mon intervention et ma pratique de l'éthique empirique notamment est colorée par le fait que je fais ces consultations d'éthique qui sont centrées sur la décision médicale. Donc ça va être un peu mon point d'entrée dans l'éthique empirique et aussi donc dans la recherche. Donc la philosophie, les philosophes et le terrain, donc ça a déjà été dit, hein, donc c'est pas nouveau. On a cité à partir de Socrate et les existentialistes. Enfin, un terrain quelque part, il y a toujours un rapport au réel. Même, on pourrait dire, quand on fait de la métaphysique abstraite, quelque part, il y a l'expérience qui est toujours là. Et ce qui est intéressant aussi, qu'il y a cette double direction. Et ça, je pense que c'est quelque chose à interroger. Ça a peut-être été un peu dit, mais je voudrais mettre l'accent là-dessus. Quand on fait la philosophie de quelque chose, comme par exemple la philosophie des sciences, d'où je viens, la philosophie de la biologie, la philosophie des mathématiques, il y a une petite tentation normative. C'est-à-dire de mettre en évidence, de s'inquérir de ce qui se passe et puis de pouvoir dire, mais non, ça c'est pas bien, ça c'est bien. Hein, toute l'étude, par exemple, de la logique informelle, les raisonnements fallacieux, hein, on parle de la façon dont les gens raisonnent, hein, pour après utiliser la philo pour leur dire, ça c'est un raisonnement valide, ça c'est pas valide, hein, c'est fallacieux, alors qu'est-ce qu'on fait de ça? Voilà, ça c'est une façon de faire, et c'est un peu aussi l'éthique appliquée, hein, et de vouloir, au fond, normer cette réalité. Et puis, mais il y a aussi une direction inverse qui est peut-être plus intéressante, c'est celle d'une réflexion philosophique renouvelée, nouvelle, à partir d'une reconstitution rationnelle de ce qu'on observe dans la réalité. Moi, j'étais toujours frappée par cette notion nouvelle qu'a introduit Ian Hacking, dans son livre « Construire la réalité », ou quelque chose comme ça, la construction sociale de quoi, sont les genres interactifs. Et lui, donc, il a construit un nouveau concept en disant que quand on classe les espèces
sociales, on peut dire, par opposition aux espèces naturelles, les pierres, les cellules souches, c'est une classification d'espèces naturelles. On classe aussi des genres sociaux, comme par exemple les femmes migrantes. C'est une autre espèce, une autre catégorisation. Et bien là, à la différence des espèces de plantes ou de poissons ou de pierres, on a une réaction interactive, c'est-à-dire du moment où on a classé une femme comme une femme migrante, eh bien elle va se comporter autrement. Donc il y a une... Et du coup, ça va rejaillir sur la classification. Mais ce qui est intéressant, là, c'est qu'il a inventé cette notion parce qu'il avait lui-même travaillé avec les femmes migrantes. Donc j'ai trouvé ça intéressant. Hein, comme disait, c'est aussi une implication existentielle, parfois, du philosophe dans un terrain pour des raisons tout autres, hein, comme on peut avoir des philosophes politiques qui s'engagent, qui sont militants, etc. Donc c'est intéressant. Alors aujourd'hui, quelle est la particularité du terrain? C'est qu'il est construit, c'est plus anecdotique, observationnel, personnel, existentiel, mais c'est un terrain qui est construit par des méthodes des sciences humaines et sociales, et c'est là qu'on se heurte aux sociologues, avec lesquels, heureusement, il y a cette... Non, heureusement, on se heurte plus, on s'est heurté autrefois avec ce clivage. Je trouve que j'étais tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Jean-Philippe. Hein. Moi, j'avais des collègues sociologues, au départ, ils me disaient, bon, les philosophes, ils sont dans leur monde des idées, et nous, par contre, on est hands-on sur le terrain. Et heureusement, il y a ce retour, finalement, sur quelque chose qui a existé par le passé. Hein. Alors, éthique et bioéthique. Le rayon concentré, c'est pas la philosophie, du coup, c'est une branche de la philosophie. Vous savez que l'éthique, c'est une branche de la philosophie, donc moi, je m'occupe spécifiquement d'éthique et donc de bioéthique. Et je voulais citer le titre d'un article célèbre de Toulmin. À vrai dire, en 88, je n'étais pas tout à fait, c'est quelques années près, mais bon, peu importe. Et la médecine a sauvé la vie de l'éthique. C'est-à-dire que l'éthique était devenue quelque chose d'extrêmement lointain, alors que quand même on s'occupe de ce qu'est le bien, donc le bien ça concerne tout le monde. Et finalement la médecine, dans les années 80, du fait de ces développements et du fait que ça a interrogé à nouveau l'éthique, eh bien, a forcé l'éthique à revenir à sa vocation fondamentale. Et alors, un autre développement quand même très important, dont il y a toute une grosse littérature, c'est passer de l'éthique appliquée à l'éthique empirique. Ce qu'on appelle le tournant empirique. Donc, dans les années 2000, on a commencé à parler de ça. Pourquoi? Parce que l'éthique appliquée, c'était vraiment ce que je disais avant, c'est-à-dire dans le normatif. On commence par nous mettre d'accord sur est-ce que c'est la théorie utilitariste ou la théorie déontologique ou la théorie de la vertu qui est ou se mettre d'accord ou gagner la bataille, et puis après on va voir qu'est-ce qu'elle va nous dire pour résoudre la question de la légalisation de l'euthanasie, la recherche sur les cellules souches, etc. Parce que vous savez bien que selon l'option qu'on prend, normative, on va avoir une réponse différente à la question de terrain, on peut dire. Et donc c'est bienvenu, hein, ce tournant, donc du coup on part vraiment du terrain, hein, c'est ça et on n'essaye pas de d'abord résoudre un problème normatif, philosophique, pour après voir ce qu'il nous dit sur la pratique. L'éthique est devenue une discipline anthropologique par excellence, eh bien c'est le redevenu peut-être, et ça a eu, la philosophie est très riche, hein, donc l'étude de l'action humaine en contexte, plutôt que la connaissance du bien et du mal, et ensuite le retour sur la pratique de façon un peu normative. Alors là, je reprends et c'est vrai que c'est par hasard si ce nom revient quand même. La tradition pragmatique est une de ces traditions dans laquelle cette union a toujours été vivante. Et donc, voilà ce que dit Dewey. La morale est en réalité le plus humain des sujets, celui qui est le plus proche de la nature humaine. Elle est indéracinablement empirique. Donc, c'est quelque chose c'est vraiment un point de départ. Et aussi, l'éthique, finalement, et ça c'est peut-être une réflexion moi c'est aussi un peu anecdotique, hein, quand je suis arrivée sur le terrain, l'éthique pour moi c'était une branche de la philosophie. Je me dis comment est-ce que je vais, moi je fais de l'éthique, les autres font de la sociologie, et puis on va voir comment, en fait on va dire tout de suite, non, tout le monde fait de l'éthique, c'est-à-dire l'éthique c'est déjà au départ finalement une discipline interdisciplinaire.
Et par exemple, quand on va aux États-Unis, la bioéthique, maintenant il n'y a même plus l'origine des gens. Les bioéthiciens, ils sont philosophes, médecins, anthropologues, d'origine, soignants, etc. Et ils font tous de l'éthique. Et c'est vrai que ça change un peu le regard, hein, de la place du philosophe. En tout cas, ça, j'ai eu ce petit choc-là aussi. Alors, quelle définition pour cette éthique empirique? Alors ça, j'utilise peut-être un terme qui est très utilisé à l'étranger. Encore une fois, ma formation a été un peu nord-américaine, donc je garde un peu ce regard-là, même si, à mon avis, il n'y a pas de différence, il y a vraiment un dialogue, juste un regard un peu voilà, un autre point de vue. Alors, j'ai trouvé des définitions négatives. Hein. Une éthique empirique résiste à la tentation de la pureté propre à l'éthique philosophique. Elle nous montre, donc une définition en négatif, on peut dire ce qu'elle n'est pas. Hein. Elle nous montre que la moralité n'arrive pas dans le monde en provenance d'un ailleurs. D'ailleurs, ces textes sont très intéressants, donc c'est des références pour moi qui ont joué un rôle aussi dans ma réflexion. Mais maintenant, il y a aussi je suis revenue en arrière, excusez-moi, des définitions positives, c'est-à-dire des tentatives de caractériser de façon plus positive ce que peut être une éthique empirique. Alors là, c'est ma propre caractérisation à partir de plein d'études que j'ai dû lire, hein, d'éthique empirique sur des questions très particulières, et j'ai commencé à remarquer que tous n'avaient pas le même but, ne faisaient pas la même chose. Donc j'ai vu, alors une éthique pratique, c'est une éthique appliquée, mais bien informée des données du terrain, et orientée surtout à l'amélioration des pratiques. Par exemple, donc on fait de l'éthique appliquée, comme d'habitude on essaye d'utiliser nos théories pour résoudre un problème pratique, hein, l'éthique appliquée, mais avant de faire ça, on va faire des études de terrain pour voir comment ces pratiques sont finalement. Hein, comment, par exemple, je ne sais pas, l'intérêt de l'enfant, dans l'assistance médicale à la procréation, l'intérêt de l'enfant est très important. On peut faire des études de terrain pour voir comment se mesure cet intérêt de l'enfant. Et il y en a pléthore. Hein, et comme ça, on va après essayer d'utiliser ce terme, hein, le meilleur intérêt de l'enfant, c'est un terme abstrait, on peut dire, en étant éclairé sur ce que ça veut dire, comment les gens elles-mêmes considèrent cet intérêt de l'enfant. On fait des études statistiques pour voir les enfants issus d'un parent seul, d'un donneur anonyme, etc. Quels sont les critères d'intérêt qu'on peut utiliser. Donc ça, c'est une façon. Hein. Mais c'est vrai qu'on ne départage pas forcément des approches éthiques, hein, parce qu'il y a toujours des présupposés normatifs en amont. Hein. Donc, c'est des études empiriques, sociologiques, mais qui ont elles-mêmes des présupposés normatifs. Par exemple, est-ce que l'intérêt de l'enfant doit ou non rentrer en ligne de compte, c'est quand même une grosse question normative, dans la décision d'accès à l'assistance médicale à la procréation ou non, et comment l'évaluer. Donc ça, c'est partiel, c'est important, mais... Après, il y a une éthique contextuelle. La compréhension et discussion des débats théoriques en étroite connexion avec l'environnement culturel et politique. Ce n'est pas la même chose de parler de l'euthanasie, hein, que ce soit en France ou à Pays-Bas. Les traditions culturelles, religieuses, politiques sont très différentes. Donc ça n'a pas... C'est pour ça qu'il ne suffit pas de dire euthanasie oui ou non, et après on va l'appliquer partout. Hein. Une même question théorique va se poser autrement selon les contextes. Mais du coup, c'est intéressant parce que donc c'est Mushenga, dans un article aussi célèbre, qui a développé cette notion d'éthique contextuelle. Mais au fond, quand on est très sensible au contexte de l'éthique, on devient moins sensible à la question critique. C'est-à-dire, on va reconstituer ces contextes, et après, finalement, un rôle de l'éthique, c'est aussi de critiquer, ou de faire avancer, de poser de nouvelles questions. Là, on est plus dans la justification de pratiques. Et Mushenga lui-même dit comment développer la sensibilité au contexte de l'éthique sans la priver de sa dimension critique. Donc tout ça, c'est juste pour faire un panorama. Il y a aussi une éthique critique.
Alors ça, ça a été fait là aussi par René Fox, par exemple, faire une sociologie de l'éthique. C'est-à-dire la mise en jeu des enjeux idéologiques et sociétaux des débats éthiques. Quand on parle, par exemple, du principe du respect de l'autonomie, comme c'est un pilier de l'éthique clinique aujourd'hui, un peu partout, hein, pas seulement dans les pays anglo-saxons, mais aussi chez nous. Et du coup, on peut s'interroger, et on s'est interrogé, est-ce que ce concept n'est pas finalement il n'a pas été développé dans un contexte idéologique particulier, hein, notamment individualiste, et libéral. Hein. Alors, dans un autre, ça ramène à s'interroger. Par exemple, dans l'autonomie du patient, dans une culture, dans un contexte idéologique, soit idéologique différent, ça peut être le cas chez nous par exemple, ou dans un contexte culturel différent, comme des pays asiatiques, hein, où c'est la famille qui est décisionnaire, ce concept n'a plus lieu d'être. Et donc on peut appliquer aussi à l'éthique et à la bioéthique au concept une critique idéologique. Hitchcock a fait un article célèbre là-dessus. Et puis, et l'éthique phénoménologique, ça c'est plutôt la mouvance anthropologique, ethnographique, l'analyse ethnographique du vécu des acteurs, par exemple de la pratique médicale, parce que, excusez-moi, c'est lui qui s'est occupé de ça surtout. Hein, donc c'est voilà, quel est le vécu des personnes, hein. On met en place une pratique, comment le vivent-elles, aussi bien les soignants que les patients, hein. Les pratiques de fin de vie, les pratiques de greffe d'organes. Donc c'était intéressant parce que un article qui m'avait passionné, c'était un article sur les gens qui avaient vendu leurs organes. Avec cette approche ethnographique, on avait interrogé des Indiens qui envisageaient ou qui avaient vendu leurs organes. Et là, on plongeait vraiment dans leur vie quotidienne, hein. Qu'est-ce que ça fait, comment leur vie a changé, leur perception d'eux-mêmes. C'est passionnant, et c'est vrai que les outils là, ethnographiques, anthropologiques sont extrêmement importants, mais on s'occupe vraiment de la façon dont les gens vivent, comment les gens vivent une pratique, mais ça ne va pas nous aider tellement à dire, la vente d'organes est interdite et donc on ne va pas remettre en cause ça, mais si, on est quand même en Angleterre, par exemple, il y a eu du point de vue normatif abstrait, on a eu des propositions de faire une vente réglementée d'organes, notamment à partir d'une perspective utilitariste, en disant si c'est une vente réglementée à l'État redistribue, etc., c'est possible. Mais donc cette expérience ethnographique ne va pas directement impacter cette question-là, qui reste quand même une question théorique, voire culturelle, normative, plus large. Donc il y a un petit décalage là aussi. Et puis quand même, il y a l'éthique expérimentale, j'y reviendrai parce que c'est tout un mouvement de faire de la philosophie expérimentale. Donc vous allez voir dans ce livre de Koval, c'est un beau, il a traduit des articles importants de ce manifeste, outre le manifeste de la philosophie expérimentale, aussi des articles importants qui ont été développés notamment dans la culture anglo-saxonne, et donc rend accessible, hein, toute cette mouvance, c'est-à-dire carrément de expérimental, ça veut dire appliquer finalement les méthodes scientifiques à la théorisation éthique, excusez-moi, philosophique, puisque c'est pas que de l'éthique, hein, c'est vraiment de la philosophie. Par exemple, la notion de responsabilité. Quelle est la bonne notion de responsabilité? Alors, on va interroger des sujets expérimentaux pour leur proposer des vignettes et en déduire quel est le concept de responsabilité qu'ils utilisent pour après, mais ça c'est la deuxième phase, c'est quand même plus compliqué, essayer de valider tel ou tel concept, telle ou telle théorie. Donc c'est vraiment aller très loin et utiliser la philosophie comme finalement dans les sciences, comme les théories scientifiques. Sur le modèle de la théorie scientifique, il y a plein de questions évidemment là-dedans, c'est pas mon... Mais moi je suis encore autre chose, mais je ferai la comparaison avec cette dernière approche de la philosophie expérimentale. Alors, moi je défends une approche heuristique de la recherche à l'éthique, et son origine c'est la consultation d'éthique clinique, où
dans laquelle on fait de l'accompagnement à la décision médicale éthiquement difficile. Donc déjà, nous sommes des consultants. Dans le livre, je développe aussi bien la méthode, certains la connaissent. Mais ce qui est intéressant ici, c'est le focus, c'est la décision, au moment de la décision. Alors, le but de cette recherche, de cette approche que je vais décliner après, c'est l'éthique. La recherche devient un instrument, non pas pour trouver les bonnes décisions ou la norme vraie, mais pour suggérer des évolutions normatives qui tient compte, autant que faire se peut, des conflits de valeurs qui sont ceux qu'on a constatés sur le terrain. Donc c'est vraiment de se situer à l'interface entre les valeurs telles qu'elles sont vécues et pratiquées sur le terrain et éventuellement les évolutions normatives. Les présupposés sont aussi des présupposés, on peut dire, normatifs. Donc on va considérer que le dilemme et le malaise éthique et le résidu moral sont des éléments essentiels de l'expérience morale. Donc vraiment, l'éthique, à la base de l'éthique, sont non tant les normes ou les concepts ou les théories, mais l'expérience morale est une expérience, on peut dire, conflictuelle. Un dilemme, on peut faire A, on peut faire B, les deux se défendent, qu'est-ce que je fais? Le malaise moral, ça dérive de ça, il y a plusieurs décisions possibles, qu'est-ce que je fais? Et le résidu, c'est que même quand j'ai des bonnes raisons pour faire A, je vais l'analyser, je peux le justifier, il reste quelque chose de l'option B que je n'ai pas pu suivre, et donc il me restera toujours ce malaise. Donc c'est ça un peu la conception qu'on va avoir de l'éthique. Et également un pluralisme moral irréductible. Alors dans la philosophie on discute beaucoup, est-ce que le pluralisme moral est réductible ou non? Un présupposé aussi de mon approche, l'approche que j'ai développée avec d'autres, c'est que non, c'est irréductible. Alors je ne vais pas, voilà, chacun a finalement des valeurs différentes, on ne peut pas trouver la bonne solution pour tout le monde, la norme qui va résoudre, qui va apaiser. L'éthique n'est pas, comme on l'entend souvent, une entreprise apaisante. Faire le bien, ça nous apaise tous, c'est plutôt une entreprise à l'inverse qui met l'accent sur les conflits de valeurs et qui finalement reste un petit peu sur ce constat. Là j'ai un philosophe moral, Stuart Hemshire, que j'aime beaucoup, qui écrit « La moralité a sa source dans le conflit, dans l'âme divisée et dans les exigences contraires, et dans le fait qu'il n'existe pas de chemin rationnel qui mène de ces conflits à l'harmonie et à la garantie d'une solution et à une conclusion normale et naturelle. » Alors, quel est l'instrument? C'est là que je vais proposer... Donc, les intuitions morales des personnes concernées par une décision difficile. Donc, l'idée, c'est que... peut-être que je vais revenir là-dessus. Donc, l'objet d'études, d'éthique empirique, d'éthique holistique, telle que j'entends, sont une série de décisions médicales similaires. C'est-à-dire, on va voir tout un tas de situations dans lesquelles une décision se pose. Je ferai l'exemple d'un article que nous avons déjà écrit, un protocole qui a déjà été fait, sur par exemple les décisions d'arrêt d'alimentation et d'hydratation artificielle dans des services différents, en néonatologie, en neurologie, en soins palliatifs et en gériatrie. Donc on constate, on parle d'un malaise, on constate que ces décisions sont conflictuelles, pose ce malaise, il y a des opinions différentes là-dessus. Il y a une norme qui l'autorise, la loi Leonetti, mais sur le terrain c'est mal vécu. On va essayer de voir pourquoi c'est mal vécu et après voir qu'est-ce qu'en disent les personnes concernées et essayer de faire émerger les tensions sur le terrain et éventuellement identifier des pistes de sortie et identifier des évolutions possibles de la norme. Alors, l'objet d'étude, et c'est ça qui est vraiment intéressant aussi d'un point de vue philosophique,
puisque je me rattache à la tradition de l'intuitionnisme moral. Pourquoi? Parce que je vais explorer les intuitions morales des personnes réelles qui sont concernées par une décision, aussi bien des patients et des médecins. Pourquoi? Parce que ça se situe par rapport à la méthodologie de la philosophie expérimentale, qui va interroger des personnes qui ne sont pas concernées, parfois des étudiants de philo, en médecine. On va leur proposer des vignettes fictives pour voir quelle est leur réaction. Et l'idée ici sur le terrain, c'est d'explorer les intuitions morales des personnes qui sont concernées par la décision à la première personne. Et pourquoi je pense que ça va changer la façon dont on va regarder les réponses. D'une part parce qu'il y a l'horizon clos de la décision qui force une personne à habiter cette forme de vie qui est la sienne. Et donc, ces intuitions, c'est-à-dire ces jugements spontanés qui vont être exprimés par ces personnes, vont avoir une légitimité particulière. Aussi, les jugements exprimés à la première personne sont moins dépendants des effets de langage et de cadrage. On a montré que si vous présentez une vignette en mettant en avant tel élément ou l'autre, vous allez changer la réponse. Or ici, si c'est la décision personnelle qui est interrogée, eh bien ça va être moins dépendant du cadrage. Et aussi, parce que les personnes qui expriment des jugements, pourquoi est-ce qu'ils envisagent ou ils sont contre et à quelles conditions telle décision, eh bien c'est précédé par une critique interpersonnelle, intrapersonnelle, les gens ont discuté, donc quand ils ont envisagé plusieurs discussions, et donc ils utilisent de façon créative les concepts. Donc on n'explore pas ce que les personnes pensent d'une pratique, ni comment elles vivent cette pratique, mais pourquoi elles souhaitent ou ne souhaitent pas s'engager dans cette pratique. Et les intuitions morales sont liées à des valeurs. Hein. Ces valeurs reposent sur des valeurs. Pourquoi je dis, par exemple, je veux m'engager dans cette pratique? Ces valeurs sont des valeurs incarnées, pour reprendre la définition de Joseph Raz. Ces valeurs incarnées représentent ce à quoi les personnes sont rattachées et qui soutiennent leur action et leur engagement dans la pratique. Donc une valeur, hein, elle est différente d'une valeur abstraite. Je ferai l'exemple ensuite. Hein. Les valeurs abstraites n'ont pour fonction que de promouvoir la réalisation de ces valeurs incarnées. Ces valeurs incarnées, hein, une valeur n'influence pas notre vie morale en étant une simple référence lointaine, mais en étant reconnue, respectée, en suscitant un engagement dans une pratique. L'exemple, donc là, c'est l'exemple, le deuxième, celle de la mort naturelle. On constate que beaucoup de fois dans la pratique, notamment dans ces pratiques de limitation et de traitement, desquelles fait partie cette limitation d'alimentation et d'hydratation artificielle, les gens visent une mort naturelle. Donc c'est quelque chose qui est une valeur, mais une valeur incarnée, c'est-à-dire une valeur qui est incarnée dans une pratique. Ce n'est pas une valeur abstraite comme le respect, la bienfaisance, la présence. Hein, les valeurs incarnées sont des valeurs qui orientent la pratique. Et donc, quand on va étudier ces différentes notions, eh bien, ces différentes valeurs des personnes, on va retrouver plusieurs concepts de mort naturelle. Et c'est là voilà, le rôle du philosophe, et je finirai là-dessus, puisque là aussi on fait de la recherche en interdisciplinaire avec des médecins, avec des psychologues, des juristes. En l'occurrence là c'était le cas dans cet article et je vais vous donner la référence, mais donc ça je pense que c'est important parce que le philosophe ne peut peut-être pas faire tout, hein. Il y a aussi des méthodes, des approches différentes, et quand on va analyser le terrain, on va finalement avoir plusieurs regards sur ce terrain. Je mettrai en avant ça aussi comme faisant partie de la méthode à réfléchir, c'est-à-dire l'interdisciplinarité, dans laquelle le philosophe a un rôle particulier. Alors voilà comment je conçois
mon rôle, et je ferai l'exemple donc après de cette idée de mort naturelle. D'abord, repérer ces valeurs. Hein, quand on fait des entretiens quali, parce que c'est un peu, c'est pas des focus group, c'est vraiment des entretiens qualitatifs, inspirés de la sociologie qualitative, on va repérer à l'intérieur de ce que les gens disent quelles sont ces valeurs incarnées. On va les individualiser et on va un lien avec les intuitions morales que les personnes qui sont sous-jacentes au discours des personnes. Donc un travail un peu d'archéologue, on peut dire, conceptuel. Aussi, finalement, c'est la philosophie comme habilité. C'est pas comme théorie, comme système, comme approche, mais plutôt comme habilité. C'est-à-dire, nous, en tant que philosophes, et ça m'a été renvoyé, on a peut-être une expertise pratique, conceptuelle, plus importante que les autres, c'est-à-dire repérer les contradictions, les structures argumentatives, les raisonnements déployés par les personnes concernées. Et puis aussi l'analyse conceptuelle. Donc nous, on travaille avec des concepts, on travaille avec l'histoire de la philosophie, et ça a déjà été mis en avant. Et peut-être c'est pas un hasard, et c'est la tradition française, beaucoup travaillé avec la tradition philosophique, et aux États-Unis c'est plutôt avec les concepts et l'argumentation. Et donc on peut faire une analyse conceptuelle de ces valeurs, et puis les mettre en relation avec les normes en vigueur. Je terminerai avec l'exemple de cette mort naturelle, et quand il y a une réflexion conceptuelle, philosophique, à partir, aussi un éloge de John Stuart Mill, qui a écrit un très beau texte sur la nature, qu'est-ce que la nature, et donc il met en avant 4 significations différentes. Or, lors de cette étude, ça m'a permis de faire ressortir 3 sens qui finalement restaient enfuis dans la norme officielle, qui est que est naturel ce qui n'est pas artificiel. Et donc en retirant ce qui est artificiel, on revient à la mort naturelle. Donc on revient, en retirant l'alimentation artificielle, on revient à la mort naturelle. Ça c'était un sens. Et j'avais remarqué que d'abord il y avait une contradiction, ce concept-là de mort non artificielle était contradictoire, et qu'en revanche, on pouvait s'appuyer sur d'autres concepts de naturel. Et naturel, ce qui est spontané, et naturel, ce qui est habituel, et naturel aussi au sens normatif, ce qui est doux, ce qui est au fond bon, hein, ce qui est une bonne mort. Donc de mettre l'accent sur ce concept-là et de retrouver dans les entretiens finalement des concepts différents et les faire émerger. Donc un rôle peut-être d'archéologue conceptuel pour les deux. Merci. J'espère que Merci.